Je suis Audrey Atome, médium thérapeute, analyste, mais aussi gravement malade et handicapée par plusieurs maladies. Et aujourd'hui, je te raconte mon histoire, et plus particulièrement ce qui m'est arrivé l'année dernière. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, j'en étais arrivée au fait que, du coup, comme je suis gravement malade, j'ai besoin d'aide au quotidien, et cette aide m'est apportée particulièrement par des auxiliaires de vie qui viennent m'aider, que ce soit le jour, la nuit, même le week-end, lorsque j'ai besoin d'aide. Bon, c'est-à-dire à peu près tout le temps. Bref. Donc en fait, depuis quelques années, j'avais une auxiliaire qui était là depuis un petit moment, avec qui ça se passait bien au début, et ça a commencé à se dégrader, jusqu'au point où finalement elle a eu un accident, elle est partie quelques mois. En fait, moi j'avais tellement mal vécu les derniers mois que j'étais dans un état terrible où je me sentais mal dans ma peau, je me sentais humiliée, je me sentais rabaissée. Je Vraiment mon quotidien était extrêmement difficile parce qu'en fait, quand il y a des auxiliaires chez toi, en fait, tu peux pas faire autrement et tu peux pas, en fait, changer ton entourage très, très, très proche. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, OK, on choisit pas sa famille, mais par exemple, lorsqu'on arrive dans un âge où, il est possible de prendre son indépendance, on choisit qui sont les personnes avec qui on veut vivre et avec qui on veut partager notre quotidien. Et moi, malheureusement, c'est comme si j'avais quand même eu malgré tout le choix parce que je rencontre des personnes qui peuvent m'aider, mais malgré tout, il n'y a pas tellement le choix parce que s'il n'y a personne, moi, je peux pas vraiment survivre. Donc en fait, la situation est quand même assez compliquée et ma famille est présente. Malgré tout, elle ne peut plus supporter, hem, tout ça actuellement et puis c'est pas son travail. Normalement, j'ai des auxiliaires qui sont censés m'aider. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la situation s'est tellement dégradée et puis, malheureusement, quand on est handicapé ou malade, on n'a pas trop le choix, on peut pas vraiment faire ce qu'on a envie, on peut pas, être totalement libre et puis dès qu'il y a un souci, en fait, on est totalement, écrasé par les personnes qui sont, tout simplement pas diminuées, qui ne sont pas malades et les personnes qui du coup ont malheureusement, hem, plein pouvoir en fait sur notre vie. Et ça, c'est extrêmement compliqué à vivre. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les choses se sont dégradées petit à petit, je me sentais mal chez moi et cetera et puis en fait, on avait dans l'idée justement de peut-être faire une pause ou arrêter avec cette personne, mais c'était extrêmement compliqué parce que ma famille ne pouvait pas non plus, venir remplacer directement et nous, on n'arrivait pas à trouver quelqu'un d'autre. Donc du coup, finalement, lorsqu'elle a eu son accident et puis qu'elle a dû s'arrêter quelques mois, il y a eu un côté, de soulagement important qui faisait que, je me disais: «Waouh super, je vais plus avoir, quelqu'un qui me met dans un état de mal-être vraiment profond tous les jours dans mon quotidien». Mais malgré tout finalement, c'est ma famille qui a dû remplacer et puis, parce qu'on ne trouvait personne d'autre malheureusement et qu'elle nous disait qu'elle allait revenir pas très longtemps après. Donc il était compliqué de trouver en fait de trouver quelqu'un qui viendrait que pour quelques semaines ou quelques mois. Et donc du coup, c'est ma famille qui a du coup pris le relais et puis comme je le disais dans l'épisode précédent, ma famille n'était pas vraiment heureuse, voire vraiment pas du tout contente de venir m'aider. Donc c'était quand même, très compliqué parce que du coup, ils ont une obligation qui est plus forte que si on choisissait en fait, ce travail et de venir, de cette manière avec un travail. Bref, sans m'étaler plus dessus. Donc en fait, les choses ont été un peu compliquées, mais on a réussi à se stabiliser petit à petit. C'était très fatigant, c'était assez difficile et cetera, mais l'ambiance commençait à s'améliorer un petit peu chez moi, même si c'était quand même assez compliqué et qu'il y a toujours cette pression, familiale qui est extrêmement difficile à vivre et donc les choses ont commencé à se restabiliser petit à petit, mais j'ai commencé à vraiment perdre de plus en plus le moral parce que, on n'arrivait pas à faire avancer ma situation médicale. C'est-à-dire que, mes médecins qui arrivaient à me suivre pour mes maladies principales, ne sont plus présents.
Il y en a certains qui sont malheureusement morts, il y en a d'autres qui n'exercent plus, il y en a d'autres qui sont malades, il y en a d'autres qui bon bref, c'est comme si principalement tous ceux qui me suivaient, ben, avaient disparu ou n'étaient plus disponibles et il restait qu'une seule médecin qui vraiment me suivait plutôt bien, mais qui arrivait à bout de force et qui, au début de l'été, était totalement désemparée et m'a expliqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi tous les traitements qu'elle me donnait, réagissaient de cette manière. C'est-à-dire qu'avec moi, il y a pas grand-chose qui vraiment réagit de manière normale. Donc moi, j'ai plutôt l'habitude. Mais cette médecin avait la patience depuis au moins 2 ans maintenant de vraiment essayer de trouver les meilleurs moyens que mon corps arrive à recevoir au mieux les traitements pour que j'aille mieux tout simplement. Et en fait, chaque mois était un échec cuisant où mon état physique se dégradait. Forcément, mon état moral et mental diminuait aussi parce que moralement, bah, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire de ma vie. Pourquoi est-ce que les choses, n'évoluent pas? Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pourquoi je vis cet enfer tous les jours? Parce que vraiment je souffre énormément. Rien que d'en parler, ça me fait les larmes aux yeux parce que actuellement là, même encore aujourd'hui, j'ai des douleurs extrêmement intenses et extrêmement difficiles à vivre. Mais je gardais toujours cet espoir et de me dire que quelque chose évolue, hein. Bien évidemment, si je suis toujours là présente, c'est que j'ai espoir et que je sais que les choses un jour pourront se débloquer. Par contre, je ne sais pas si, enfin, je ne sais pas combien de temps je pourrais encore tenir physiquement, moralement ou mentalement, face à l'immensité de cette errance médicale et de ces douleurs. Et ça, c'est extrêmement dur à vivre parce que déjà qu'on est dans des situations d'errance pendant quelques semaines ou quelques mois, que ce soit en lien avec la maladie certes, mais aussi par exemple le fait de ne pas se sentir bien dans son travail, le fait de ne pas se sentir bien dans son couple, le fait de ne pas savoir où on en est et cetera. C'est difficile, mais moi ça dure depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que finalement, techniquement je suis en errance médicale depuis que je suis née, hein, vu que personne s'est rendu compte que j'avais une maladie génétique et d'autres maladies qui s'étaient déclenchées après. Mais surtout en fait, en pratique, je suis en recherche et en errance vraiment plein dedans depuis mes 10 ans. C'est-à-dire que maintenant ça fait 13 ans quoi, que enfin 13, 23 ans pardon, 23 ans vraiment que c'est vraiment, tous les jours, devoir se battre tous les jours pour tenir bon et puis aussi pour chercher des solutions pour aller mieux, pour avoir l'énergie, la force de résister et de bien réagir au traitement et cetera et cetera. Donc du coup, quand ma médecin là m'annonce au début de l'été qu'elle a essayé tout ce qu'elle avait en sa possession pour, m'aider et que là, il arrivait vraiment, sur la fin et que ça allait être vraiment très, très compliqué de trouver autre chose et qu'il fallait que j'aille chercher quelqu'un d'autre. Malheureusement, moi, ça fait des années que je cherche quelqu'un d'autre, donc elle était, plus ou moins ma dernière chance ou mon avant-dernière chance, mais c'était vraiment elle faisait partie des dernières. Donc c'était très compliqué, ben, je me suis totalement effondrée. Vraiment, c'était, extrêmement difficile à vivre. Ma famille était en très grande souffrance, moi aussi, enfin, c'était vraiment extrêmement compliqué et je n'arrivais plus à retrouver, mon cocon, c'est-à-dire un endroit où je me sens bien, où je me sens à l'aise, où je me sens avoir une utilité, où je sens que j'ai quelque chose, enfin, que j'ai un but dans la vie, quoi. Donc j'avais la très grande chance, enfin, j'ai la très grande chance d'avoir mes réseaux sociaux, mais je commençais vraiment à fatiguer de plus en plus et ne plus trop arriver à bien pouvoir faire ce qui me faisait plaisir, à savoir, soit poster et discuter sur les réseaux, soit tout simplement travailler et faire des séances. Parce que ça, c'est vraiment mon oxygène, quoi. Je me sens bien, ça me soulage aussi. Enfin moi je suis médium et j'ai des intuitions absolument tout le temps et en fait, le fait d'en avoir tout le temps, tout au long de la journée, et cetera, c'est quelque chose de très fatigant. J'ai appris toute ma vie à vivre avec et
et faire semblant que je ne sais pas, alors que je sais déjà la plupart des choses qui se trouvent autour de moi. Donc c'est assez complexe. Donc du coup, cette petite parenthèse en séance où en fait, j'ai la totale liberté de pouvoir, exprimer toutes les intuitions que j'ai et aussi toutes les idées que j'ai pour pouvoir, vous aider, vous accompagner. C'est vraiment une ressource phénoménale pour moi et puis aussi de voir que finalement, même à des situations qui peuvent sembler, désespérées, il existe en fait des solutions et je suis aussi tellement heureuse, bah, finalement parfois de représenter, même souvent de représenter, bah, votre dernière chance et quand je vous aide vraiment à trouver des solutions alors que vous pensiez que c'était vraiment fini, bah, du coup je me dis que s'il y a espoir pour vous, bah, il y a espoir pour moi aussi. Donc du coup c'est quelque chose de très important pour moi. Mais malheureusement, j'allais tellement mal et que j'étais toujours pas remise de ce qui m'était arrivé les derniers mois, bah, que je pouvais pas non plus vraiment reprendre, les séances et cetera et cetera. Donc en fait, je cherchais, comme toujours, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Je suis assez forte pour trouver toujours plein de projets, j'en ai déjà beaucoup trop et du coup, il faut toujours s'adapter, trouver des projets qui s'adaptent à mon état physique, émotionnel, mental et énergétique. Bien évidemment, j'avais toujours des idées et des petites affaires dans mon sac, bon plutôt dans mon téléphone et donc j'avais très, très, très envie de refaire des box, comme j'avais fait, pour, la Saint-Valentin et pour la nouvelle année. C'est-à-dire qu'en fait, il y a je pense 2 ans à peu près, j'ai rencontré Fanny, donc du coup qui est devenue une de mes amies et qui est donc vous la connaissez certainement en tant que tatoueuse. Mais elle avait aussi, ouvert une boutique de pierres. Puis moi, bon, moi je suis fan de pierres depuis que je suis toute petite. J'adore les pierres, les minéraux, les cristaux et cetera et en fait, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour elle et j'ai toujours su dès le début que je voulais faire des projets avec elle. Et donc moi, mon idée, c'était, et puis j'avais cette idée de box depuis très longtemps, hein. Quand je vous dis que j'ai vraiment un max d'idées et de projets dans ma tête, c'est-à-dire que j'en ai vraiment une quantité infinie et puis je pioche lorsque c'est le moment nécessaire. Et pour la petite anecdote, je voulais déjà faire ces box en 2018. Ça date. En 2018, j'étais dans un état où tout allait très, très mal. J'allais rentrer quelque temps après, à l'hôpital, vivre, certainement la pire période de toute ma vie. Je vous le raconterai à un autre moment. Mais, du coup, pendant cette période, j'avais commencé avec une de mes amies, Magali, à vouloir créer cette idée de box, de plusieurs box différentes avec, des choses qui font du bien, mais tout autour, bien évidemment des sujets qui me plaisent, à savoir les énergies, tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme et cetera. Ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, vraiment, j'avais tout mon petit plan, je savais exactement ce que j'allais mettre dedans. Je savais quel type, de boîte, je voulais faire à l'extérieur et puis, j'avais trop hâte, en fait, de partager, ce petit bout d'histoire avec une amie. Donc moi, j'aime beaucoup travailler avec des gens que j'aime et avec qui je partage, bah, des points communs. Donc du coup, il y avait déjà cette idée qui était entamée donc du coup en 2018 et puis finalement ça n'a pas pu se faire, hein, comme, mon état là, du coup, s'était dégradé, que j'ai vécu des violences, atrocissimes et une dégradation, très grave durant cette période. Du coup, cette idée était réapparue, du coup, en 2022 et donc forcément, et bien, quand j'ai eu envie de relancer ça et bien, forcément, la première personne qui m'est venue en tête, c'était Fanny et donc je lui ai demandé si ça lui disait de préparer ses box avec moi. Donc en fait, l'idée, c'est que je voulais faire, des box où je me connecte à vous qui avez commandé et je vais chercher les pierres dont vous aurez besoin pour une certaine période. Donc pour la Saint-Valentin, c'était sur le thème de l'amour, pour l'année 2023, bah, c'était pour l'année et cetera et là, je voulais lancer pour l'année 2023-2024 et en fait, je voulais aller encore plus loin parce qu'en je choisis intuitivement vos pierres en fonction de ce que je sens que vous allez vivre dans l'année mais en plus, j'énergétise les pierres pour vous et ensuite, ce
que j'avais très envie de faire, c'est apporter, bien évidemment, ce que vous attendez tous en général, eh bien, ce sont mes guidances. Et là, j'avais vraiment très envie de faire, des guidances saison par saison pour chaque signe du zodiaque. Parce que j'ai une grande passion pour l'astrologie. Je suis vraiment c'est un code que je comprends extrêmement bien. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile de lire pour moi dans un thème astral que lire des mots ou que de comprendre des gens qui parlent. Je trouve que cette codification pour moi est facile, elle est compréhensible et bref, moi j'ai l'impression que ça me parle beaucoup et donc du coup, j'avais envie de faire ça. Alors pour ceux qui savent pas d'ailleurs, les guidances et ben, c'est tout simplement des intuitions que je reçois sur, des énergies qui peuvent justement arriver. Donc c'est comme ce qu'on peut connaître la plupart du temps en voyance, sauf que du coup, bah, moi je peux capter les choses différemment. Je vais capter les choses du passé, du présent et du futur et du coup j'aime beaucoup justement pouvoir vous éclairer là-dessus, sur vos potentialités, mais aussi pour vous aider à comprendre en fait les clés que vous allez disposer et que vous disposez déjà et pour ensuite pouvoir vous en servir. Bref, donc j'avais décidé de lancer ce très, très, très gros projet et puis bien évidemment avec moi, il y a toujours ma famille qui m'aide justement à faire ces projets parce que ce n'est pas moi qui vais réceptionner les pierres, c'est pas moi qui vais faire les emballages, c'est pas moi qui vais envoyer vos colis. Bon déjà, moi j'arrive même pas à marcher jusque dans ma cuisine parce que je marche plus, hein, donc je vais pas m'occuper des colis, tout ça. Donc bref, c'était toute une histoire d'équipe et donc du coup, ça m'a vraiment, mais tellement mis de baume au cœur pour oublier justement ce côté, désespoir absolu au niveau de ma maladie. Donc du coup, j'avais prévu le projet, j'avais déjà prévenu Fanny genre en janvier. Je lui avais dit: «Tu sais, cet été et tout, je suis sûre on va refaire un projet ensemble et tout». Et elle me disait: «Ah non mais je sais pas, c'est quoi et tout?» Je lui dis: «Oui, t'inquiète, moi je sais et tout». Bon bref, c'était trop rigolo et donc du coup, on a prévu ça pour l'été et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment je pense que des fois, j'oublie que je suis malade et j'ai trop de projets de grande ampleur parce que là, j'avais vraiment pas compris à quel point j'avais vraiment visé beaucoup trop. C'est-à-dire que moi, je fais vraiment dans mon travail ce que j'aimerais recevoir et moi, j'aime beaucoup recevoir. Donc forcément, j'aime beaucoup donner et vraiment, moi, je suis dans un très bel équilibre de ce côté-là, mais des fois, je ne suis pas très réaliste. Alors, heureusement que j'ai ma famille qui est là pour calmer un peu le jeu, hein, bien évidemment. Mais malgré tout, voilà, je suis toujours motivée, j'ai toujours, envie de faire les choses bien et donc du coup, ça faisait quelques mois que je préparais ça un petit peu tous les jours. Lorsque j'étais un peu triste et cetera, je préparais des visuels et cetera et ensuite j'ai décidé de lancer les box et en fait, bien évidemment, je lance les box et ça a eu un succès hallucinant, bah, comme les dernières fois où j'étais tellement heureuse, j'étais tellement émue. Je me suis dit: «Waouh, je peux pas faire de séance et tout en direct, donc je vais pouvoir les faire en différé en écrivant absolument toutes mes intuitions et cetera». Donc du coup, j'étais vraiment super heureuse et en fait, j'ai commencé à écrire et à me rendre compte que j'avais quand même très, très mal. C'est pas comme si on pouvait oublier qu'on avait mal, mais en fait, vraiment, je voilà, c'est compliqué parce que l'état de douleur et de maladie est extrêmement changeant et moi je rebondis très vite. C'est-à-dire que je peux aller très vite, très mal, mais peux aller aussi très vite, très bien sur des courts espaces ou sur des longs espaces. Mais généralement, il y a pas une journée où par exemple je vais être mal de bout en bout, de bout en bout. C'est très rare. Ça va faire des vagues, mais moi ça va être des vagues extrêmement violentes. C'est-à-dire que je peux passer vraiment du tout au tout. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué de gérer une santé qui se dégradait, puis un nouveau traitement, parce que j'en testais encore, qui allait encore plus dégrader la situation. Je venais donc à peine de finir d'écrire pendant plus de, à peu près, il me semble, 11 heures
toutes les guidances pour le sagittaire, donc vraiment j'étais motivée, hein, parce que j'avais prévu vraiment saison par saison. Donc je faisais sur, le thème général, sur le thème sentimental, que je regardais très attentivement parce que sachez que moi, je suis vraiment, on va dire mon moteur, c'est l'amour, mais véritablement, c'est-à-dire, l'amour et la passion, c'est mon moteur. Et en fait, bah, forcément, c'est un sujet qui m'intéresse et j'aime aimer, j'aime partager mon amour, j'aime aussi en recevoir, bien évidemment. J'aime ce partage et ce mélange et donc du coup, forcément, le sujet m'intéresse. Bref, je voyais d'ailleurs que c'était pas, pour tout de suite les changements amoureux et tout, mais l'avantage, c'est que comme je voyais aussi les autres guidons, je me suis dit: «Bon ça va, les choses s'équilibrent», donc j'écrivais aussi, au niveau, des guidances sur le professionnel, sur, tout ce qui est bien-être physique, enfin bien-être général et sur le côté spirituel. Donc du coup, je faisais 5 guidances fois 4, donc ça me faisait 20, de attendez, j'arrive pas à réfléchir, je suis nulle en maths, donc du coup ça faisait 20 guidances plus 5 que je faisais en plus, 25 guidances. Donc ça m'a pris un temps fou rien que pour le sagittaire, donc je mettais à peu près 11 heures en tout à écrire. Donc du coup, c'était vraiment une véritable épreuve, surtout quand on sait que j'ai des difficultés de relecture, de lecture. Donc comment vous dire que je priais de tout mon être de d'écrire vraiment extrêmement bien pour avoir pas beaucoup à me relire et être sûre que ce que j'écrivais était bien. Bref, c'était un défi pour moi, mais j'étais tellement heureuse et juste après le sagittaire, j'ai eu un nouveau traitement, blam, tout s'est effondré et les choses sont redevenues très compliquées. Donc j'avais prévu quand même un timing très, très long parce que je voulais pouvoir vous les envoyer pour, bah, tout simplement le début de la saison d'automne, en fait. Donc j'avais vraiment prévu large, 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 exprès parce que je savais qu'il peut y avoir des rebondissements, parce que je sais que ma vie est une vie à rebondissements permanents. Donc j'ai l'habitude, je prévois, j'avais prévu large. Donc je me suis dit que ça allait aller et cetera. Et puis finalement, ma médecin, de nouveau, s'inquiète et elle se dit que c'est très compliqué, va falloir trouver d'autres solutions. Et que pour le moment, elle a décidé de faire une pause avec moi parce que vraiment, il y avait pas d'idée pour le moment. Donc là, boum, déjà physiquement, j'étais pas bien. Alors émotionnellement, j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit: «C'est fini en fait, c'est fini, il y a plus d'idées, que faire? Quoi faire?» Franchement, j'étais totalement perdue. Alors j'ai commencé à chercher des cliniques à l'étranger. Parce que, étant donné que j'avais lancé les box juste avant et que vous avez été extrêmement nombreux à m'en commander et que même après avoir fermé, parce que j'avais prévu d'en faire 100 maximum, donc 100 box, déjà c'est dû être une folie et déjà que j'avais 100 box et que je sais que vous étiez vraiment d'autres à en vouloir de plus, j'avais aussi le grand avantage que, tout mon travail est entièrement reversé à mon association caritative qui permet de payer mes soins médicaux en lien avec mes médecins, mes traitements et cetera ou alors des choses pour que j'ai moins mal en fait, des antidouleurs et cetera et cetera. Donc en fait, il y avait du coup eu cette rentrée d'argent qui me permettait justement d'avoir une ouverture, parce que ça faisait quand même un montant conséquent qui me permettait d'aller voir plus loin et de me dire: «OK, on va essayer de trouver des cliniques à l'étranger qui seraient beaucoup plus adaptées ou alors des médecins qui seraient beaucoup plus adaptés et cetera et cetera». Je me demandais si j'allais trouver un médecin assez fou pour pouvoir m'aider et c'était justement la mission. Alors je cherche, je cherche, je cherche, puis je rappelle que j'ai un handicap de lecture. Alors comment vous dire que chercher des cliniques alors qu'on galère à lire, bah, c'est juste un enfer. Mais bon, je suis motivée, moi je veux guérir, je veux trouver une solution, donc je me démène, je cherche des solutions, et cetera. Alors, je regarde des tonnes de vidéos, je me renseigne auprès des associations caritatives, et puis je me retourne auprès de l'association de la maladie de Lyme. Et puis en fait, ils me disent, ils me conseillent les médecins que j'ai déjà eus. Ils me disent: «Oui, on a vraiment les meilleurs experts et tout. C'est ceux qui sont vraiment les plus reconnus en France et en Europe et même dans le monde, nanana. Voici vos les contacts». Et puis j'ai reçu le mail et c'était les médecins que j'ai déjà eus et qui sont vraiment vraiment c'est des pontes. Ils sont vraiment, géniaux, ils sont très forts.
Mais malheureusement, ils ont pas compris pourquoi moi ça n'allait pas. Mais ils savaient qu'il y avait une autre maladie avec qui bloquait, mais bon bref, du coup, ils pouvaient pas m'aider de nouveau et j'étais désespérée. Jusqu'au moment où la mannequin Bella Hadid, oui, non mais c'est totalement, vraiment tiré par les cheveux. La mannequin Bella Hadid annonce qu'elle fait une rechute à peu près en même temps que moi de la maladie de Lyme, la même maladie que moi, parce que j'ai plusieurs maladies, mais on va dire que c'est la plus chiante en ce moment, quoi. Et donc du coup, elle annonce qu'elle a fait une rechute. Alors, tu me diras: «Qu'est-ce que fait Bella Hadid dans l'histoire?» Eh bien, je vais te raconter un petit peu tout ça, parce que, l'histoire est quand même intéressante. Donc en fait, pour la petite histoire, je suis donc malade depuis très, très, très longtemps. Donc j'ai une maladie qui est, génétique de base, mais en fait, j'ai la maladie de Lyme qui s'est rajoutée lorsque je me suis fait piquer par une tique, lorsque je me baladais, dans une forêt près d'un lac, lorsque j'étais petite en 2002. Je suis tombée malade et en fait, les médecins ne m'ont pas pris en compte. Je n'ai pas été prise au sérieux et la maladie, du coup, s'est installée et m'a mise, du coup, dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Donc ce qui est très compliqué dans cette situation, c'est qu'en fait, je suis restée, du coup, des années à me dégrader sans avoir la moindre idée que ça pouvait être la maladie de Lyme, en fait. Donc on est resté dans une errance quand même pendant un sacré moment, jusqu'en fait, au moment où en 2008, mais ça je vous raconterai tout en détail parce que vraiment l'histoire est vraiment hyper longue et compliquée, mais en même temps elle est très intéressante pour comprendre tout le parcours qu'on peut vivre lorsqu'on a ce type de maladie. Mais en gros, on se retrouve au moment où en 2008 je déménage en Martinique avec ma famille parce que mon père est muté là-bas. Mon père est militaire, donc on est régulièrement mutés et donc du coup on a déménagé en Martinique. Là-bas en Martinique, je rencontre un médecin absolument extraordinaire, qui est donc un médecin militaire et qui va, trouver pratiquement tout de suite que j'ai la maladie de Lyme. Je vais faire les examens qui vont prouver effectivement, que j'ai la maladie de Lyme dans mon sang et donc ça sera à cette période que je serai diagnostiquée. Mais même si tu es diagnostiquée, il faut savoir que les traitements sont extrêmement compliqués et que souvent, eh bien, en fait, la situation est tellement délicate, même auprès des médecins, qu'en fait, on cherche constamment des idées auprès, bah, d'autres médecins, que ce soit en France, à l'étranger ou des médecins alternatifs et cetera ou des personnes qui font des nouveaux traitements, bref, pour en fait faire évoluer la situation. Donc là, je rentre vraiment pas dans les détails des traitements et cetera. Je le ferai dans un autre podcast. Mais en gros, on cherche constamment, bah, des contacts qui sont au courant des nouvelles méthodes, des nouveaux médecins et cetera pour pouvoir guérir. Il faut savoir que c'est une maladie qui est quand même extrêmement complexe et donc même des personnes qui ont des moyens phénoménaux galèrent déjà à guérir. Mais du coup, on se dit que forcément, les personnes qui ont les moyens sont les personnes qui normalement arrivent le plus facilement à se rapprocher des plus grands professionnels. Donc en fait, moi je suis rapatriée du coup en 2010, plus ou moins d'urgence en métropole parce que, je commence à avoir des risques importants sur ma santé et il y avait des violences qui avaient recommencé au niveau des hôpitaux et des choses très importantes. Donc en fait, mon père a demandé à ce que notre famille soit rapatriée plus tôt. Donc en fait, on rentre en métropole. Je commence à être suivie, en Allemagne dans un centre spécialisé et en fait, entre-temps, donc moi je commence vraiment les traitements, comme ça, d'abord en Allemagne, hein, j'étais vraiment dans la clinique là-bas en Allemagne et ensuite une partie de la suite de mon traitement était chez moi à la maison. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, bah, moi, du coup, forcément, je suis lourdement handicapée. À cette époque-là, je peux pas beaucoup bouger, je peux même pas écrire, j'ai beaucoup de mal à juste utiliser mon téléphone ou même un ordinateur. Enfin, franchement, je peux rien faire à part regarder la télé. Et donc du coup, à cette période, vraiment, je regarde toute la journée et même la nuit, eh bien, la télé, des séries, des films et cetera et cetera. C'est vraiment toute ma vie, c'est ma passion, c'est ce qui me permet de m'évader. Je suis vraiment
vraiment une fan absolue, d'autant que ça m'intéresse, mais aussi ça soulage mes douleurs. Donc du coup, je regarde beaucoup la télé et en 2011, je découvre une télé-réalité. Oui, parce que moi j'aime bien regarder les télé-réalités aussi, ça dépend lesquelles. Souvent, c'est parce que j'aime bien me bitcher, hein, j'avoue. Je trouve ça assez drôle, surtout quand il y a mon frère ou ma sœur et que vraiment on peut bien se lâcher dessus là, vraiment, on rigole bien. Mais aussi je trouve ça super intéressant parce que, les téléréalités, c'est le meilleur moyen de s'entraîner, à la synergologie, c'est-à-dire à l'étude du comportement humain et des micro-mouvements et des micro-expressions. Vraiment, moi, c'est vraiment mon délire et en fait, je découvre du coup en 2011, une série télé-réalité américaine qui s'appelle, attention préparez-vous, parce que là mon accent anglais ça va être pépitasse tellement ça va être mal dit, mais bon, c'est les Real Housewives of Beverly Hills. Donc petit pitch, petite histoire, c'est à cette période-là justement où, la série Desperate Housewives existait depuis quelques années, faisait un énorme carton sur les écrans et racontait l'histoire, bah, de femmes au foyer désespérées. Et donc, forcément, la télé-réalité américaine a décidé de créer, une télé-réalité autour de femmes très riches au foyer aux États-Unis et à Beverly Hills. Donc en fait, dans cette première saison, vraiment c'est la toute première, le tout début, il y avait dedans, ben, des femmes qui avaient monté leurs entreprises et puis qui maintenant vivaient leur petite life et tout. Il y avait bien évidemment des femmes de personnes riches, donc des femmes de chirurgiens, des femmes d'avocats et cetera et cetera. Il y avait même d'ailleurs, il me semble, la tante de Paris Hilton. Bon bref, des femmes très riches qui vivent, leur vie de femmes riches au foyer à Beverly Hills. Donc du coup, moi je regarde cette série-là et cetera et à la fin de la saison 1, il y a d'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite, dans la saison 1, ce que je trouvais ça hallucinant, c'est que, dans quelques épisodes, on rencontre Alison Dubois. Alors, à mon avis, tu connais, c'est pratiquement sûr Alison Dubois, mais sans vraiment savoir qui c'est. En fait, c'est la femme qui a inspiré la série Medium. Donc, la série Medium, les c'est joué par l'actrice Patrice Arquette, qui joue une médium qui est en fait, consultante du FBI, il me semble aux États-Unis. Bref, elle aide à résoudre des histoires, de meurtres non élucidés. Donc en fait, elle se sert de ses intuitions et de sa médiumnité pour, avoir des flashs sur ce qui s'est passé sur certaines morts et puis, accompagner justement, la police et le FBI à trouver les meurtriers. Donc c'est une femme qui est connue, c'est une femme qui est officiellement en travail justement avec ces institutions et donc du coup, elle est médium pour, tout ce qui est en lien avec les meurtres, bien évidemment, mais aussi toutes les choses du quotidien. C'est-à-dire qu'elle fait aussi office de voyante tout court et cetera. Donc du coup, elle est aussi la voyante des stars et donc du coup, dans plusieurs épisodes, elle apparaît. Donc c'est la première fois que je découvre la vraie médium derrière la série Medium et donc du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que bon, forcément, à cette époque, moi, ma médiumnité, elle était quand même bien, bien présente dans ma vie et ça faisait quelques années que je commençais vraiment à bien l'accepter et donc du coup, en fait, je suis très intéressée par ça et surtout, j'étais toute seule, moi, à l'époque, à gérer ma médiumnité. Donc en fait, dès qu'il y a des reportages, des séries ou quoi que ce soit en lien avec les médiums, les voyants ou quoi que ce soit, bah, je suis présente parce que je me dis: «Waouh, peut-être que je vais pouvoir piocher des informations intéressantes pour moi, m'aider à mieux gérer mes intuitions». Bref, donc du coup, dans plusieurs épisodes, elle est présente. Donc du coup, forcément, ça ajoute de l'attrait à la série. Ça m'a appris des choses intéressantes aussi sur les façons de ressentir les choses. Et ensuite, quelques épisodes après, on découvre Yolanda Hadid. Yolanda Hadid, c'était, une mannequin extrêmement connue des années, 80-90, il me semble et en fait, on voit qu'elle est assez présente, mais elle est régulièrement, on va dire, très vite agacée ou c'est pas quelqu'un qui a l'air très agréable tout de suite. Enfin, elle a l'air agréable et puis d'un coup, elle est pas très agréable. Puis on se demande ce qui lui arrive, donc c'est un peu étrange.
Donc elle est pas très acceptée du groupe un peu et en fait dans la saison 2 elle disparaît un peu, on l'a vue on voit plus trop à l'écran et puis on se demande un petit peu, bah, pourquoi elle est moins présente, qu'est-ce qui lui arrive et cetera et cetera. Et en fait, au fur et à mesure de la série, elle annonce officiellement qu'elle est gravement malade et qu'elle est atteinte de la maladie de Lyme. Et là, moi, je savais qu'il y avait un truc particulier avec elle, mais je doutais. Donc là, je me dis: «Waouh, forcément, elle a la même maladie que moi, donc j'aimerais bien connaître son parcours. Où est-ce qu'elle en est? Comment elle évolue?» Bon, elle était en train de marcher et tout, mais on voyait bien qu'elle avait des épisodes où elle peut pas marcher, où elle a du mal à respirer, où elle a du mal à réfléchir, où elle a des douleurs et cetera. Et en fait, vraiment, on voit dans cette série un moment où elle commence vraiment à avoir des perfusions, comme moi j'ai eu 2 ans plus tôt, les mêmes perfusions que moi, les mêmes produits, les mêmes médicaments, vraiment tout pareil. Elle a des traitements, aussi à côté avec du sauna pour évacuer les toxines, certains traitements médicamenteux, bref, tout pareil que moi, quoi. Donc je me dis: «Waouh, OK, donc même les riches, ils ont les mêmes traitements que moi et même les riches, ils sont en galère». Et puis on voit qu'elle galère vraiment. Elle est même passée plusieurs fois en opération chirurgicale parce que du coup, elle a eu les moyens de pouvoir, pousser certaines choses. Mais finalement, elle arrivait jamais vraiment à aller mieux et et à la fois ça me rassurait de savoir que, il y avait d'autres gens qui vivaient ça et qui étaient dans une telle errance et d'un autre côté, ça m'a fait extrêmement paniquer parce que je me suis dit: «Waouh, si même elle qui est hyper milliardaire et tout, elle arrive ni à trouver les traitements, ni à trouver les médecins, ni à trouver quoi que ce soit pour l'aider, je suis foutue en fait. Je suis foutue parce que moi je suis 10 fois pire qu'elle. Enfin, c'est-à-dire que moi je pouvais déjà plus marcher à l'époque. Elle pouvait quand même marcher, elle pouvait vivre sa vie, elle pouvait se faire des pâtes à manger. Non mais moi je pouvais même pas bouger mes doigts de pied quoi, j'arrivais même plus à appuyer sur les touches de mon téléphone quoi, donc je me suis dit: «C'est fini en fait. Audrey tu es foutue quoi, il y a rien qui va venir». Et heureusement que j'ai toujours eu mes intuitions et que j'ai eu des flashs et que je savais certaines choses sur l'avenir et qui se sont arrivées. Heureusement parce que pour être très honnête, une vie comme ma vie n'est pas une vie vivable en fait. S'il y a pas d'espoir, il y a vraiment c'est pas vivable. Donc en fait, je remercierai toute ma vie en fait d'avoir ces intuitions qui sont à la fois douloureuses, mais qui me permettent aussi de vivre. Parce que si j'avais pas eu cet espoir, très honnêtement, j'y serais passée largement plus d'une fois. Et ça, c'est une certitude. C'est pas possible de vivre une vie comme ça et heureusement que j'ai ma famille autour de moi parce que si ma famille n'était pas là, c'est sûr et certain que je serais plus du tout de ce monde depuis un sacré moment et puis jamais vous m'auriez rencontrée, quoi. Donc là, on était en 2011-12, quoi. Et en fait, dans la saison 2 ou 3 de cette, fameuse, série télé-réalité, eh bien, on découvre les 2 filles de Yolanda Hadid, qui n'étaient absolument pas connues à l'époque, parce que les 2 filles de Yolanda Hadid, c'est donc Gigi Hadid et Bella Hadid, qui font partie du top 5 des plus grandes mannequins de notre époque. C'est-à-dire que c'est, enfin, il y en a une, elle est 5e et l'autre 3e, il me semble, des mieux payées au monde et des plus connues au monde. Et en fait, j'ai un flash immédiat sur Bella Hadid, donc la plus jeune sœur et je l'ai vue et j'ai su immédiatement qu'un jour elle allait m'aider. J'en étais persuadée et c'est là que je vais donc finir cette partie du podcast qui, à mon avis, va être, plus d'épisodes que je le pensais. Mais du coup, on va s'arrêter là et normalement, il y aura une suite ou peut-être pas parce que vous savez qu'avec moi, hein, rien n'est jamais sûr. Donc j'espère que ça vous aura intéressé et que vous êtes prêts, bien évidemment, à la suite. Donc du coup, je te dis à très bientôt. Peut-être pas, mais j'espère quand même, parce que la suite est intéressante. Je te souhaite une très belle journée et donc à très vite.